Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour Monsieur Samari. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec nous ce matin. La première question que l'on souhaitait vous poser, finalement, elle est assez simple. C'est le déconfinement depuis le 11 mai. Comment il se déroule sur le département du Gard ? J'ai le sentiment qu'il se déroule plutôt bien. Je dois dire que je n'étais pas forcément optimiste. Les préfets sont peut-être portés à voir les mauvais côtés de la nature humaine, puisque ce qu'on nous rapporte à nous, c'est plus les cas des personnes qui transgressent les règles que ceux des personnes qui les respectent. Mais on y reviendra sans doute en parlant des plages. Je suis allé moi-même constater la situation. J'ai vu les chiffres des contrôles opérés par les forces de police par rapport à la règle des 100 km. Grosso modo, il y a très peu de procès-verbaux établis. Et il y a, aussi étonnant que ça puisse apparaître, une certaine discipline. Donc je crois que ça s'est plutôt bien passé dans notre département. On sait que la question des masques et du port du masque, par exemple dans les transports collectifs, est-ce que là aussi, les Gardois sont disciplinés ? Alors, je ne suis pas partout dans tous les transports collectifs, parce que si je dis oui, ils sont disciplinés, les retours que vous pouvez avoir des délégataires, par exemple. Une personne va vous dire, mais moi, justement, aujourd'hui, bon, mais effectivement, c'est ce que j'allais vous dire, les retours, nous, c'est indirect, c'est les délégataires, nous n'avons pas de cas d'abus caractérisés qui nous étaient signalés. Donc je pense que les gens, dans les transports, respectent les règles. Alors il faut dire aussi que ce qui m'est indiqué, c'est qu'il y a quand même une fréquentation bien moindre que d'habitude dans les transports en question. Est-ce qu'il y a des éléments, des situations qu'on n'avait pas forcément anticipées par rapport au déconfinement ? Certainement, ce serait très présomptueux de dire qu'on avait tout prévu, mais très honnêtement, je n'ai pas en tête d'exemple caractérisé d'une chose énorme à laquelle on n'avait absolument pas pensé. Il y a des détails sans doute, des choses auxquelles on n'avait pas songé. Des améliorations au fur et à mesure. Je n'en ai pas en tête, mais des améliorations, oui, on essaie d'avancer au fur et à mesure. C'est un processus. Sur les plages, j'ai la chance, il est vrai, ça facilite les choses d'avoir un seul maire, le maire du Grau-du-Roi, Robert Crost, qui est un homme de dialogue, d'ouverture. Donc oui, dans nos discussions, on a progressé. Le schéma qui s'applique aujourd'hui n'était pas forcément celui auquel on se changeait au départ, et peut-être qu'on en parlait avec lui encore hier, peut-être allons-nous encore l'adapter. Donc les choses bougent effectivement en permanence en fonction de ce que nous constatons sur le terrain. D'ailleurs, si on parle effectivement des plages dynamiques, ça fait une semaine, jour pour jour, que les plages du Grau-du-Roi ont rouvert. Quel est le premier bilan que l'on peut faire de la mise en place, notamment de ce que l'on a appelé des plages dynamiques ? Bien, écoutez, il est positif. Moi, je suis retrouvé qu'aujourd'hui, je suis dans une phase euphorique, mais pourtant, je ne peux pas dire le contraire. Je vous l'ai dit, je suis allé moi-même incognito en famille au Grau-du-Roi, justement, le week-end dernier. Je dois le dire en toute honnêteté, persuadé que j'allais voir beaucoup d'anomalies. Et puis non, il n'y avait pas d'ailleurs beaucoup de monde. Il y avait quand même du monde. Mais aussi bien sur les plages, effectivement, les règles étaient respectées. Après, on voit toujours, évidemment, une personne qui s'étend sur sa serviette. Bon, ça peut arriver. Il y a toujours quelques individus qui sont effectivement moins réceptifs que d'autres. Mais grosso modo, les règles étaient respectées sur les plages. Et même dans la rue centrale, dans la rue commerçante, où le maire, là c'est un arrêté du maire, a imposé le fait que l'on porte un masque. Je l'ai moi-même parcouru, cette rue, avec un masque. Et j'ai vu autour de moi des gens qui ne savaient pas du tout qui j'étais et qui étaient a priori d'accord avec cette mesure. En tout cas, je n'ai entendu personne qui l'a contesté. Les gens portaient le masque sans grande discussion. Donc oui, grosso modo, j'ai l'impression que cette expérience des plages sans serviette est plutôt réussie, même si je n'étais pas convaincu au départ. Elle pourrait se perdurer tout l'été, donc. Ah oui, sur les bases actuelles, d'un côté, on avait dit que si ça dégénérait, s'il y avait trop d'abus, comme ça s'est produit, vous vous en souvenez sans doute, chez nos voisins de l'Hérault, le premier jour à Palavas. Il faut dire aussi que Palavas était la seule plage ouverte dans cette région. Donc ça a dû contribuer au phénomène. Qu'on pourrait revenir en arrière. Donc ça reste d'actualité, bien sûr, que ce soit mon collègue de l'Hérault ou moi-même, ou les autres préfets. Mais dans la pratique, aujourd'hui, et dans le Gard, il n'y a pas de raison de revenir en arrière. Au contraire, la question qu'on va se poser, c'est de regarder comment ça se passe. Là, il y a cette expérience, notamment à la Grande Motte, où, vous savez, des plages pour bronzer. Enfin, la plage, il y en a une où on peut réserver sur Internet pour bronzer. Il y a aussi certains de mes collègues, c'est le cas en Corse, des 2 préfets de Corse qui ont autorisé dans certaines conditions le bronzage. Je ne m'interdis pas, on en discutait avec le maire du Grau-du-Roi hier, d'aller plus loin dans les mesures, non seulement donc de maintenir ce qui existe, mais peut-être dans des conditions qui devront être définies, précisées,
d'aller un peu plus loin et pourquoi pas d'avoir sur certains segments de plage des autorisations pour les personnes présentes de bronzer, je le répète, dans des conditions à définir. Une des questions qui revient beaucoup chez nos lecteurs aussi, on est beaucoup sollicité pour cela, c'est sur les rivières. Est-ce que là aussi, avec l'accord, avec le travail que vous pourriez faire également avec les maires des communes concernées, on pense à Colias, mais on pense bien évidemment à d'autres territoires où des rivières sont présentes, est-ce qu'il pourrait y avoir là aussi des solutions pour que les personnes puissent aller se baigner, surtout qu'on rentre dans des périodes où il va faire de plus en plus chaud? Oui, je sais bien que ces rivières et ces petites plages intérieures sont très prisées des amateurs. Le principe, c'est quand même de laisser le plus de choses possibles accessibles. Donc, à terme, l'idée, c'est effectivement d'essayer d'autoriser la population à revenir sur ces plages, d'autant plus qu'il y a un principe de réalité qui s'impose à nous, c'est que ces plages ne génèrent pas quand même des fréquentations aussi importantes que le Grau du Roi ou que les plages du littoral. Et par ailleurs, elles sont relativement isolées, ce qui fait que la surveillance de ces plages n'est guère facile, ni pour nous, ni pour les gendarmes, ni pour les policiers municipaux lorsqu'il y en a. Donc probablement on sera amené à assouplir les choses, oui, dans les temps qui viennent. Surtout, encore une fois, parce que les gardois sont plutôt disciplinés et que ça pourrait laisser entendre qu'on pourrait assouplir les choses. Oui, je le répète, moi je ne demande pas mieux que de donner suite. J'ai comme vous vu des reportages télévisés où des gens disaient mais qu'on arrête de nous infantiliser, qu'on nous responsabilise, on est des personnes adultes. Bon, j'avais pas caché mon scepticisme, je constate que sur les plages ça a plutôt bien fonctionné, malgré mes préventions, et donc effectivement j'en tiendrai compte pour la suite, que ce soit pour étendre les choses sur nos plages du Grau du Roi, ou peut-être en effet sur les plages intérieures, sur les rivières. D'autant plus que le Premier ministre va annoncer tout à l'heure, du coup, les étapes du deuxième déconfinement avec la réouverture plus que probable des cafés et des restaurants. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu les modalités ou pas du tout encore ? Ah non, le plus grand secret a été observé. Nous ne sommes pas initiés à ce que va annoncer M. Édouard Philippe. Je serai comme vous, j'écouterai la télévision pour savoir ce qu'il va annoncer. Parce que vous avez compris, on a fait un reportage notamment en début de semaine où il y a une véritable inquiétude aujourd'hui chez les gérants de bars et de restaurants sur toutes les modalités que l'on va certainement leur imposer pour une réouverture. Oui, je sais bien, ça aussi je l'ai entendu, puis j'ai des amis restaurateurs, donc je me rends compte de la difficulté de l'exercice. En même temps, c'est vrai que je ne l'ai pas caché, d'ailleurs comment peut-on le cacher dans nos entretiens précédents avec vous, c'est évident que l'économie touristique en France en général, premier pays touristique du monde, et dans le Gard en particulier, où c'est une économie qui pèse très lourd, est totalement sinistrée, et que beaucoup des spécialistes que j'ai pu voir pensent que le pire est à venir, c'est-à-dire que là on est encore dans un effet d'amortissement de la crise, mais que d'ici à la fin de l'année, on va avoir vraiment beaucoup de chutes d'entreprises du tourisme, et notamment dans l'hôtellerie-restauration. Donc je suis conscient effectivement qu'il y a une nécessité économique pour notre département. Après, je comprends les inquiétudes parce qu'il y a un moment où il y a la passion de faire son travail, mais il faut aussi en retirer un fruit, un bénéfice, si je puis dire, qui vous permette de continuer à le faire. Si vous travaillez à perte, que vous soyez restaurateur ou dans tout autre métier, c'est pas possible de faire les choses. Donc c'est toute la difficulté de cet exercice, même si le Premier ministre autorise aujourd'hui les restaurants, puisque les hôtels c'est déjà fait, les restaurants à ouvrir, les bars et les restaurants à ouvrir, il est probable que ce sera en effet avec des conditions très contraignantes. Chacun devra se déterminer par rapport à ça. Et est-ce que par rapport à la fréquentation des bars, des restaurants, est-ce que les modalités là aussi pour les manifestations, les festivités dans le Gard pour cet été, est-ce qu'on peut imaginer que là aussi il y aura progressivement des autorisations ? C'est pas impossible si on tient compte du fait que l'État, la loi qui fixe l'état d'urgence sanitaire va jusqu'à la mi-juillet, vous le savez. Cette loi, effectivement, elle interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes. Donc ça reste en vigueur, et je note que le ministre de la Culture, qui a récemment tenu des propos plutôt rassurants, en disant qu'il espérait obtenir certaines réouvertures dans un avenir proche, que le ministre de la Culture est resté effectivement en disant mais attention, ça ne vaut pas pour les très grands rassemblements, puisqu'il y a la règle des 5000 qui continue à s'appliquer. Alors après, si un autre optimiste, c'est le sens de votre question, on va dire bah oui, mais après le 14 juillet, si la règle des 5000 saute,
Peut-être, en effet, y aura-t-il un assouplissement. Cela étant, il faudra se poser la question, ça c'est pas de mon registre, c'est chacun des organisateurs. On a entendu déjà des restaurateurs qui disaient qu'ils hésitaient à ouvrir, effectivement, compte tenu des contraintes qu'on leur imposait. Le problème sera le même pour les organisateurs d'événements culturels. C'est-à-dire, il y a un moment où les règles de distanciation et le fait que le nombre de places que vous pourrez offrir font que ça devient, ça ramène un chiffre d'affaires, pardon de parler argent, mais si faible que la question de l'ouverture sera posée. Il y a à la fois des problèmes administratifs et des problèmes aussi économiques, à mon avis. Bien sûr. Et des problèmes sanitaires, parce que depuis mardi soir, et là aussi on voulait vous interroger là-dessus, le département du Gard est désormais le premier département d'Occitanie qui compte le plus de personnes hospitalisées. Est-ce qu'on sait les raisons pour lesquelles ce chiffre continue un peu à progresser, ou en tout cas que nous soyons en tête en Occitanie ? Précisément, on ne le sait pas. C'est une évolution qui ne vient pas du jour au lendemain. J'avais observé depuis quelque temps, je vous l'avais dit en toute transparence, que alors que les autres départements, notamment nos voisins l'Hérault, qui à un moment donné nous distanciaient, ils avaient pratiquement 3 fois plus de morts que nous, et étaient en train, eux, de ralentir, et c'est le cas notamment dans l'Hérault, mais pas seulement. Nous, au contraire, dans la période récente, on a augmenté pratiquement, par exception, justement, là, aujourd'hui, on n'a pas augmenté, effectivement, mais on a encore eu un mort hier. Donc, effectivement, petit à petit, on finit non seulement par rattraper les autres, mais même dans un déclassement. Quand on tient compte des lits de personnes hospitalisées, c'est nous qui sommes en tête. Alors après, c'est pas l'indicateur le plus pertinent. Ce qui compte, c'est les lits de réa. Et là, vous le savez, en matière de réa, de réanimation, le chiffre gardois reste faible. Oui. Pourquoi y a-t-il autant de personnes chez nous hospitalisées ? Il y a sans doute un effet reporté de ces grandes institutions. Je rappelle, en toute transparence, là aussi, on ne l'a pas caché, on en a parlé avec vous. Il y a 2 clusters, un que j'ai déjà évoqué avec vous, qui est donc le site de Serre-Cavalier. On a des nouvelles. Comment ça se passe ? Il y avait une vive inquiétude il y a plusieurs semaines. Mais elle est toujours là ? Elle existe encore. Il y a encore eu des morts à Serre-Cavalier. Alors après, si on coupe les cheveux en 4, il y a différentes institutions à Serre-Cavalier. Alors nous parlons, vous et moi, de Serre-Cavalier comme endroit, lieu, en tant que lieu géographique. Si on parle en tant que l'EHPAD d'un côté de Serre-Cavalier, l'unité de soins de longue durée de l'autre, alors ça donne des chiffres différents, mais enfin, je ne vais pas tomber dans ces finasseries. Je trouve effectivement que c'est préoccupant d'avoir aujourd'hui plus d'une 40aine de morts sur ce site. C'est une évidence. Je ne l'ai jamais contesté, je ne le conteste pas encore. Et il y a effectivement un deuxième cluster qui s'est déclaré plus récemment, avec le paradoxe qu'il y a effectivement une 30aine de personnes qui ont été détectées entre les résidents et le personnel, mais qu'il n'y a eu, là, contrairement à Serre-Cavalier, aucun mort. Oui, tout à fait. C'est la situation Château-Silleul. épée avec le site de Château-Silleul. On en a parlé effectivement hier notamment, où il y a une 30aine de personnes positives, mais pour l'instant, effectivement, pas de décès. Un mot rapide, monsieur le préfet, sur la destination de la future prison gardoise. La ministre de la Justice, qui était présente à Nîmes en début de semaine, indiquait que le choix n'était pas encore totalement arrêté, même si c'est la région d'Alès qui serait prioritaire. On a parlé nous-mêmes de Boissé et Gaujac. Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez effectivement que le dossier avance sur cette destination ? Je ne vais pas vous surprendre, je vais tenir les mêmes propos que la ministre. Elle a été extrêmement claire. En effet, elle a bien précisé, malgré les coups de boutoir portés par le maire de Nîmes et par Françoise Dumas en particulier, que le choix a été fait par le gouvernement. Ce sera la région d'Alès, ce sera la zone d'Alès. Et Max Roustan, qui est en visioconférence, a répondu qu'il serait présent au rendez-vous. Alors, Boissé-Gaujac ou pas Boissé-Gaujac, j'ai vu qu'il y avait effectivement des contestations. Oui, le site, des manifestations aussi de la population. Oui, d'une partie. En tout cas, vous savez, aujourd'hui, je ne veux pas minimiser les choses, mais pratiquement tout projet public aujourd'hui amène une mobilisation. Donc c'est effectivement le cas à Boissé-Gaujac, je ne la sous-estime pas, il faudra la prendre en considération. Simplement, on ne va pas décider juste parce qu'il y a eu une manifestation. Je veux dire, c'est une des hypothèses possibles, je ne veux pas dire autre chose que ce qu'a dit la ministre, et on verra le moment venu. Ce qui est très clair en tout cas, c'est que le cabinet de la ministre n'a pas tranché, elle l'a bien dit, sur le site qui serait retenu. Donc pour le moment, c'est la région d'Alès, mais ce n'est pas forcément Boissé et Gaujac. Et est-ce qu'à la fois vous comprenez notamment les réserves du bâtonnier de Nîmes sur les va-et-vient que cela va produire d'installer une prison à plusieurs kilomètres du tribunal de Nîmes ? Vous savez, je suis préfet de ce département depuis 4 ans et demi, donc c'est un dossier que je connais bien et que je connais depuis sa genèse. Donc vous savez qu'on a le triste privilège, et encore aujourd'hui, malgré les mesures qui sont intervenues, d'avoir la prison la plus surpeuplée de France, ce qui est, on s'en passerait, avec des conditions de détention qui sont vraiment tout à fait inacceptables.
Donc cette extension des capacités carcérales dans le département du Gard, elle est indispensable. Mais effectivement, j'ai plaidé, et les préfets, vous savez, sont des gens disciplinés. Donc je ne vais pas trahir le point de vue que j'ai donné au gouvernement à l'époque. Je peux donc pas commenter les propos de monsieur le bâtonnier. J'ai donné mon avis, j'ai tenu compte des réalités. Il est certain que ça, c'est un fait objectif, ce que vous venez de citer, que effectivement, il y a aussi un tribunal de grande instance, enfin maintenant tribunal judiciaire, c'est le nom qu'il porte à Alès, comme à Nîmes, mais on le sait, la quasi-totalité des prévenus sont effectivement des prévenus qui sont nîmois. Et donc, il y aura des problèmes de va-et-vient pendant une période longue où on peut supposer une maison d'arrêt, vous ne la créez pas pour 10 ans. Bien sûr. Donc, on va générer une noria de véhicules. Donc, je peux comprendre que les avocats et leurs bâtonniers s'en préoccupent. Oui, surtout qu'on a un peu le sentiment que c'est aussi un peu de l'aménagement du territoire. Si on parle de Nîmes en particulier, là aussi, des annonces ont été confirmées sur l'extension de la prison de Nîmes. Est-ce qu'on connaît déjà le terrain ou pas encore ? Ah oui, absolument. C'est dans l'enceinte de la maison d'arrêt actuelle. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a pas de problème foncier. L'enceinte de la maison d'arrêt actuelle est assez grande pour accueillir cette extension. En revanche, évidemment, ce qui est un point positif, il y a un point négatif, c'est que faire des travaux dans ce qu'on appelle un site occupé, là, dans le cas d'une prison, un site occupé, c'est pas rien. C'est très compliqué, ça prend plus de temps. Et puis d'autre part, la ministre, je ne sais pas ce qu'elle fera, mais enfin, elle a dit à plusieurs reprises, je ne sais pas si elle arrivera effectivement à ses fins, mais elle a dit à plusieurs reprises que ses services lui indiquaient que les travaux physiquement ne commenceraient que l'année prochaine, en 2021, et elle a dit très clairement, publiquement, que c'était beaucoup trop tard et qu'elle allait faire tout ce qu'elle pouvait pour essayer de faire en sorte que le calendrier soit resserré. Je le souhaite évidemment en tant que préfet du département, parce que pour un préfet, pour une directrice de la maison d'arrêt, pour un procureur, cette maison d'arrêt est une bombe à retardement permanente qu'on a dans l'esprit et constamment dans notre dos. Donc je pense d'abord aux détenus, bien entendu, mais c'est eux qui sont les premières victimes de cette situation. Mais il y a aussi les pouvoirs publics, comme on l'a dit, dont je fais partie, qui sont chargés de gérer les choses, et avoir une maison d'arrêt aussi surpeuplée, c'est évident que c'est un cadeau dont les préfets du Gard se passeraient. Un dernier mot, c'est l'autre conséquence également de la crise liée au coronavirus, c'est le fait que le premier tour des municipales qui a eu lieu le 15 mars dernier, on annonce dorénavant un second tour pour le 28 juin, si tout va bien. La question qu'on a envie de vous poser, c'est comment les candidats vont pouvoir faire campagne dans cette situation ? Eh bien, comme je viens vous voir, c'est compliqué, bien entendu. Il va falloir que, comme nous tous, quand ils rentrent, s'ils veulent aller rencontrer des habitants, ils portent des masques. Il va falloir, s'ils en font des réunions, qu'ils respectent des règles de distanciation sociale, Mais est-ce que des réunions pourront être autorisées, des meetings pourraient être autorisés ? Est-ce que des réunions, ce qu'on appelle d'appartements, pourront se dérouler ? Est-ce que le porte-à-porte sera également autorisé ? Bon, alors, plusieurs choses. D'abord, on nous a demandé d'être souple sur ce sujet. C'est évident que les élections, c'est un cas particulier. C'est pas une manifestation contre l'ordre public. C'est la traduction de la santé de la démocratie. Bien sûr. Ensuite, pour le moment, toutes les règles qui existent sur la limitation à 5000, la limitation à 10, etc., c'est sur la voie publique. Il n'est pas dans mes pouvoirs ni dans ceux du gouvernement de réglementer ce qui se passe dans la maison des gens. Donc, vous dites des réunions d'appartements. Si c'est des personnes qui organisent chez elles des choses, on ne va pas envoyer la police chez elles, à moins évidemment qu'il y ait des débordements sur la voie publique, du bruit, des bagarres, etc. Mais sinon, effectivement, ça n'est pas réglementé. Mais c'est évident que c'est des campagnes qui sont contraintes, même si on va essayer de faire preuve de compréhension vis-à-vis des candidats. Incontestablement, c'est une campagne qui marquera l'histoire démocratique de notre pays. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir été avec nous ce matin.